Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Tous deux sont discrets, voire austères. On les dit compétents, mais trop technocrates. Mario Monti et Lucas Papademos prennent en main respectivement la destinée de l'Italie et de la Grèce. Devant leur peuple en colère, les deux premiers ministres ont fort à faire dans deux pays engloutis par la plaie de la dette publique. Mais ce changement d'homme suffira-t-il à ramener un peu de sérénité dans une zone euro en pleine turbulence? Le point de vue ce soir de notre invité Jean-Pierre Levade, économiste et ancien président du Crédit Lyonnais. Et puis c'est bien connu, on n'est jamais aussi bien critiqué que par ses amis. Et dans ce domaine, François Hollande en a pris pour son grade. Outre la fronde de ses alliés écologistes, la petite phrase assassine de Jean-Luc Mélenchon, le dépeignant capitaine de pédalo en pleine tempête, fait réagir l'équipe du candidat socialiste qui organise sa riposte. Mais entre-temps, François Hollande encaisse les coups. L'ont-ils atteint pour autant? L'analyse à suivre d'Arlette Chabot dans ce journal. Ils sont arrivés en France il y a à peine une heure. Atterrissage ce soir à Villacoublay après 5 mois de captivité au Yémen. Les 3 otages de l'ONG Triangle Génération Humanitaire ont atterri tout à l'heure. Ils sont en bonne santé et Paris précise ce soir qu'aucune rançon n'a été versée. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Il est le premier dirigeant arabe à demander publiquement la démission du président syrien Bachar al-Assad. Le roi Abdallah II de Jordanie estime que ce dernier devrait quitter le pouvoir dans l'intérêt de son pays après la suspension de la Syrie par la Ligue arabe et l'Europe qui renforce ses sanctions contre le régime syrien. Le clan Assad semble de plus en plus isolé mais toujours déterminé à se maintenir au pouvoir. Julie Dungeloff. La pression s'accentue sur la Syrie. Le roi Abdallah II de Jordanie est le premier dirigeant arabe à exhorter Bachar al-Assad à quitter le pouvoir. Alain Juppé, en visite à Bruxelles, dénonce l'obsession sanguinaire du régime de Damas et espère toujours une résolution prochaine du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces nouvelles pressions internationales surviennent après la décision de la Ligue arabe samedi de suspendre la Syrie des instances à compter du 16 novembre. Cruelle ironie, alors que l'on compte 2 nouveaux morts dans le sud du pays, le ministre des Affaires étrangères syrien affirme que Damas se dirige vers une sortie de crise et confirme la thèse du complot international. Depuis mars dernier, l'ONU chiffre la répression syrienne à plus de 3500 morts. Ils s'activent pour faire face aux défis nombreux, titanesques qui les attendent. Lucas Papademos et Mario Monti vont devoir faire accepter à leur peuple davantage de sacrifices et convaincre les Européens qu'ils sont à la hauteur des enjeux de cette crise. Ce soir, devant le Parlement, le nouveau Premier ministre grec a promis la mise en œuvre des décisions de l'Union européenne. De son côté, Mario Monti peaufine la formation de son gouvernement. Tous les détails avec Nathalie Gouillard. Il défile un à un dans le bureau du président du Conseil italien. Mario Monti consulte pour former son futur gouvernement. C'est aujourd'hui le tour des petites formations politiques. Demain, il verra les grands partis, les syndicats et le patronat. 12 ministres, en majorité des technocrates, doivent être nommés. La liste sera présentée demain au chef de l'État, Giorgio Napolitano. Les défis de l'ancien commissaire européen sont colossaux. Sortir l'Italie de la profonde ornière de la crise de la dette. À sa nomination, le Premier ministre a provoqué une hausse de 2% à l'ouverture de la bourse de Milan. Mais le marché est redevenu nerveux après une émission italienne d'obligations de 3 milliards d'euros. Un succès relatif qui permet quand même à l'Italie d'emprunter à des taux plus resserrés, 6,29% sur 5 ans, un peu moins des taux records de l'ère Berlusconi. La presse salue un changement d'époque, une autre Italie, mais la rue reste prudente. Je ne suis pas optimiste pour l'avenir, mais Monti, c'est quelqu'un de nouveau. J'espère juste que ça va être mieux. Monti, c'est quelqu'un qui semble très fiable, donc oui, j'espère qu'il pourra faire des choses positives. Rien n'est donc joué. De nombreux chantiers sont à mettre en place au plus vite. Parmi eux, la réforme des régimes de retraite ou la mise en place d'un impôt sur la fortune. Il faudra aller vite pour répondre aux exigences de l'Union européenne et des marchés. L'invité du 22h, il est économiste, ancien président du Crédit Lyonnais et actuel président pour la France de la Banque européenne d'affaires, Leonardo Jean-Pierre Levade. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je vous présente également Jean-Louis Gombault, notre chroniqueur. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Dans un instant, notre chronique. Mais d'abord, Jean-Pierre Levade, en Grèce, le nouveau Premier ministre. Papademos est un ancien vice-président de la Banque centrale européenne. En Italie, Mario Monti est un ex-commissaire européen. 2 technocrates pour sauver leur pays. Est-ce que ce sont les bons profils? Je crois. Ce sont certainement les meilleurs profils possibles pour parler aux prêteurs.
Je pense qu'il faut rappeler que tous les pays de l'Europe latine, les pays du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, ont un tel niveau de dette publique qu'ils ont besoin d'avoir en permanence des prêteurs pour renouveler les prêts au moment de leurs échéances. D'autre part, la plupart de ces pays ont un déficit de commerce extérieur. Donc tous les ans, il faut aussi des prêteurs étrangers pour combler le déficit entre les exportations et les importations étant plus fortes que les exportations. Donc tous ces pays ont besoin de prêteurs. Les dirigeants politiques n'ont pas été capables de les rassurer. Est-ce que c'est les banquiers qui vont le faire? Parce que là, ce sont deux banquiers qui prennent le pouvoir. Je pose la question à l'ancien banquier, au banquier que vous êtes toujours. De banquiers centraux. Or, il est clair dans cette difficulté, dans cette grave crise que nous traversons, que de mon point de vue, la solution ne peut provenir que de la Banque centrale. Les prêteurs, on leur a expliqué de manière éloquente qu'il y avait des risques à prêter aux États européens. Non seulement il y avait des risques, mais dans le cas de la Grèce, on a concrétisé le risque. On a fabriqué un défaut, volontairement. On a fait perdre de l'argent aux prêteurs. Donc les prêteurs, maintenant, avant de prêter, ils regardent à deux fois. Et donc, il faut que la Banque centrale, c'est une condition sine qua non de retour au calme, il faut que la Banque centrale soit capable de se substituer aux prêteurs si besoin est. De prêter aux pays comme la Fed américaine. Comme la Fed américaine. Et les deux banquiers centraux sont probablement mieux placés que quiconque pour expliquer ça à la Banque centrale Je reviens européenne. sur, justement, les marchés quand même se sont débarrassés, Jean-Pierre Levade, de politiques qui ont été élus. En quoi ces nouveaux profils, malgré toutes les compétences dont on parle, ils sont légitimes pour leur peuple? Je ne crois pas que... On a l'exemple en France, on a eu souvent, assez fréquemment, des premiers ministres qui n'ont pas été élus. Donc je ne vois pas pourquoi M. Monti serait moins légitime que ne le fut en son temps M. Barre ou M. de Villepin, pour donner juste deux exemples. Ce n'est pas une critique de ma part. Alors en France, il y en a beaucoup qui anticipent la perte du triple A. Est-ce que vous en faites partie? Oui, ça me paraît dans l'ordre des probabilités relativement élevées. Ce n'est pas jouer la défaite de son pays que d'agiter cette menace, jouer le déclinisme un petit peu, non? Je pense qu'il vaudrait mieux, avant d'accuser les gens qui essayent de prévoir ce qui va se passer de déclinisme, il vaudrait mieux essayer de porter remède aux défauts profonds, graves du pays. Nous avons, je le rappelle, un déficit de commerce extérieur qui n'arrête pas de se détériorer année après année. Il y a un moment où ce déficit du commerce extérieur, à lui seul, entraînera la dégradation. Il y a eu un premier plan de rigueur de mesures d'économie en France, un deuxième. C'est suffisant pour le moment? Non, c'est pas des plans, c'est des petites mesures, c'est des broutilles, c'est des esquisses de plans. Ça n'est absolument pas à la hauteur des problèmes que nous avons à résoudre. Que faudrait-il pour être à la hauteur de ce dont vous parlez et des marchés? Je pense d'abord le problème fondamental français, mais c'est la même chose d'une certaine manière en Italie, c'est notre déficit de commerce extérieur, c'est notre défaut de compétitivité. Donc d'abord, vraiment l'action principale, primordiale, cruciale, c'est la restauration de notre compétitivité en termes de production. Tant qu'on n'abordera pas cette question-là, on continuera à nager ou à essayer de surnager dans les difficultés. Jean-Pierre Levade, je pose la question à l'économiste que vous êtes. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux économistes pour leurs prévisions? Il faut bien les choisir. C'est le cas ce soir. Merci. Ceux qui font le diagnostic. Restez avec nous, Jean-Pierre Levade. Est-ce que vous savez que pendant ce temps, pendant qu'on parle de l'Europe et de ses turbulences, bien toute autre partie se joue à Hawaï, dans un décor plutôt d'ailleurs complètement paradisiaque entre les États-Unis et la région Asie-Pacifique. C'est le sommet de l'APEC. On en parle dans un instant avec vous, mais on va d'abord parler de cela avec Jean-Louis Gombault. Jean-Louis, on est très loin des considérations européennes à Hawaï. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs semaines, voire maintenant plusieurs mois, les États-Unis, la Chine et même la petite, au niveau superficie, Corée, ne cesse de dire aux Européens, écoutez, résolvez vos problèmes, parce que ça commence à bien faire, on pourrait en subir un certain nombre de conséquences, et à l'évidence, on vient d'entendre M. Perlevade, on ne résout pas ces problèmes. Alors on a l'impression que ces gens-là, on dit bon, puisque c'est ça, nous tournent en quelque sorte le dos, ou peut-être ont cette idée derrière la tête, et non seulement on n'est plus le nombril du monde, mais on n'est même plus au centre du monde. On le voit derrière vous, hein, les grands dirigeants de Barack Obama, Medvedev. Et
La Chine est une grande absente de cette association. Alors justement, il y a deux choses. Il y a cette zone Asie-Pacifique qui avait l'objectif de réaliser il y avait 20 pays membres de cette zone et qui avait proposé de réaliser une grande zone de libre-échange à l'échelle de 2012. Or, visiblement, ça ne se passe pas ainsi. C'était quelque chose d'absolument considérable, bien entendu. Or, le fait que à Hawaï, M. Obama ait proposé un partenariat transpacifique et qu'il n'en a pas exclu, mais que la Chine n'en est pas membre, montre que dans cette vaste zone si puissante d'apparence, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Et certains pays du traité Asie-Pacifique vont adhérer à cette nouvelle formation qu'a proposée M. Obama. Et Obama a dit, écoutez, nous, on va faire ensemble cette zone de libre-échange d'ici à 2012 avec des règles. Et notamment sur la règle des taux de change. Il a dit enough is enough à partir justement de la gestion du taux de change des Chinois. Donc il y a malgré tout, malgré cette espèce d'ambiance sympathique qu'on voit ici sur la photo, des tensions qui consistent à essayer d'isoler la Chine. Et de toute façon, même s'ils arrivent à isoler la Chine, il y a Singapour qui sera dans cet ensemble-là, le Japon qui a dit qu'il était d'accord pour y adhérer. Même s'ils isolent la Chine, ça reste quand même 500 millions d'habitants, 40% du commerce mondial, ce qui est quelque chose de considérable. Cela dit, je crois qu'on aurait tort de surestimer cette affaire parce que d'ores et déjà, les droits de douane, les tarifs douaniers, les obstacles aux échanges qui existent encore sont en très grande partie supprimés. Donc on a plus à faire quand même dans cette histoire à, disons, une opération diplomatique politique qu'à une véritable stratégie économique. Jean-Pierre Levat, on a parlé, on dit qu'on nage en eau trouble en Europe. L'eau a l'air d'être quand même plus claire à Hawaï. Où se situe le centre de gravité économique, politique du monde quand on voit tout cela? Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Europe reste la première puissance économique mondiale aujourd'hui. Vous êtes un Européen convaincu, oui, vous absolument. le restez. Hein. Et si l'Europe s'effondre, ce qui malheureusement n'est pas une hypothèse complètement exclue, le monde entier souffrira. Et l'Asie sans la Chine, c'est pas à la hauteur des enjeux et des difficultés que nous avons à traiter. Donc je comprends la tentative de tous ces chefs d'État pour essayer de fabriquer l'esquisse d'une nouvelle puissance économique. Ils en sont très très loin. Ils en sont très, très loin. Vous allez nous dire dans un instant qui est selon vous le mieux placé en France pour relever le défi de 2012 et les 5 années à venir. On va parler à présent de François Hollande et surtout de ses amis ou plutôt alliés qui lui en font voir de toutes les couleurs. Outre la fronde des écologistes sur le nucléaire, le candidat socialiste hérite de nouveau sobriquet du capitaine de pédalo de Jean-Luc Mélenchon au babard de Luc Châtel. Chacun y va de son petit mot pour critiquer le favori des sondages. On voit tout cela avec Aurélien Romano. Rester en dehors de la mêlée et éviter les coups, c'est la stratégie adoptée par François Hollande après un week-end difficile. Attaqué de tous les côtés, le candidat socialiste reste silencieux et laisse à Benoît Hamon le soin de parer les coups. Alors le porte-parole du PS attaque et accuse Jean-Luc Mélenchon d'affaiblir l'unité de la gauche et de faire le jeu de la droite. Surtout, il insiste, François Hollande est au-dessus de l'agitation. François Hollande observe cette agitation avec le regard forcément intéressé d'un candidat qui ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe, mais aussi assez serein sur le fait qu'il sait aujourd'hui que ces solutions rencontrent l'adhésion des Français. Pas question non plus pour les lieutenants du candidat de bousculer son agenda. Le camp Hollande a une semaine importante en perspective. Le candidat doit trouver un accord avec les Verts tout en restant ferme sur les points de friction. Et surtout, dans quelques jours, l'équipe de campagne sera officiellement présentée. Des rendez-vous importants et attendus par les socialistes. Je pense que dans son organigramme de campagne, il doit montrer l'esprit de rassemblement. J'espère qu'on arrivera à un accord avec nos amis écologistes et à la fois sur les perspectives d'élection, mais surtout sur le contenu programmatique. Si François Hollande a prévu de lancer sa campagne au mois de janvier, il occupe le terrain dès maintenant. Il effectuera un déplacement sur le handicap mercredi et sera samedi à Strasbourg pour parler de la pauvreté. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des partenaires européens et ainsi renforcer l'image du candidat sur les questions internationales.
La chronique politique, c'est avec Arlette Chabot. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Alors il y a une surenchère, on le voit, de bons mots pour critiquer François Hollande. D'abord parlons de la droite, c'est plutôt de bonne guerre. Les mêmes n'ont pas épargné Nicolas Sarkozy. Oui, parce que pendant de longs mois, à droite, on disait on n'a pas d'adversaire. Alors forcément, toutes les critiques se concentrent sur Nicolas Sarkozy, le président, les critiques des adversaires, et aussi il était devenu la cible des médias. Donc depuis la désignation de François Hollande par ceux qui ont voté aux primaires, à l'UMP, on ne se prive pas pour attaquer François Hollande. Donc il y a plusieurs sortes de critiques. D'abord, on a commencé par reprendre celles qui avaient été formulées dans la campagne par ses adversaires socialistes. Et alors c'est la fameuse gauche molle indiquée par effectivement Martine Aubry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le François Hollande qui a du mal à décider, qui est plutôt l'homme de compromis, de synthèse, mais qui a du mal à passer à l'action. Ensuite, deuxième point, c'était toujours la comparaison avec Nicolas Sarkozy. Lui, il est dans l'action, il est président, il sait. Et François Hollande, lui, n'a pas d'expérience gouvernementale et forcément handicap. Et puis, troisième type de critique, c'est un procès en irresponsabilité qui est devenu très grave depuis 48 heures, qui est fait à François Hollande. C'est Jean-François Copé qui, au nom de la France, lui demande de ne pas négocier sur le nucléaire avec les Verts. Et puis encore, quand François Hollande dit, au fond, que les agences de notation ont déjà et qu'il faut intégrer la perte par la France du AAA, que les agences de notation vont dégrader la France, eh bien, elle est accusée de défaitisme par Bruno Le Maire. C'est grave, puisque quand on est dans une guerre, comme le dit le ministre de l'Agriculture, défaitisme, on n'est pas loin de la trahison. Et c'est pareil à gauche, sur les mêmes thèmes, vous l'avez dit. On reprend l'absence de courage, disent les Verts, du candidat socialiste. Et c'est cette petite formule de Jean-Luc Mélenchon. Il y a longtemps qu'il n'avait pas eu de petites formules de ce genre. Sur le capitaine de pédalo, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, qu'il n'est pas à la hauteur. Alors forcément, les critiques vont porter plus quand elles viennent de la droite que de la gauche, parce qu'à gauche, on voit bien au travers des sondages qu'il y a une telle envie de gagner qu'il y aura de toute façon un report des électeurs qui auront voté pour ces candidats au premier tour sur François Hollande. Alors François Hollande, il encaisse les coups, mais est-ce que ces coups l'atteignent? En tout cas, il est sûr qu'il est dans un faux plat depuis plusieurs semaines. Il y a des erreurs de communication, de positionnement. Et puis, il y a eu le côté j'ai gagné les primaires, tout va bien. Et beaucoup ont sans doute imaginé qu'il avait gagné le premier tour de l'élection présidentielle. C'est pas vrai. Donc, effectivement, il garde un peu son calendrier, refuse d'accélérer. Néanmoins, va montrer très très vite son organisation. On l'a dit, l'organigramme de campagne, avec surtout des porte-paroles chargés de la riposte. Autrement, il va organiser quelques voyages, moins qu'il avait imaginé. Bruxelles, l'Allemagne, évidemment. Pourquoi? Pour parler d'abord de l'Europe, c'est évident, avec une obligation pour lui de montrer quoi dans les semaines qui viennent? Qu'il a du caractère et une vision. Jean-Pierre Levade, est-ce que c'est un bon capitaine Hollande dans cette campagne? Comme le dit Arlette Chabot, c'est important la vision. Est-ce qu'il a la vision? Je crois qu'il est lucide, mais comme Arlette Chabot vient de le dire, il est encombré d'une part de ses amis, entre guillemets, dont beaucoup le sont moins que lui. Je pense aux Verts, qui sont très enfants gâtés en ce moment. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui est un révolutionnaire en peau de lapin. Et puis, deuxièmement, il est encombré d'un projet socialiste qui est absolument pas à la hauteur de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je crois qu'il est lucide, mais comment réussira-t-il à la fois à maîtriser ses amis, à ne pas trop compromettre avec eux, et deuxièmement, à se débarrasser de ce projet qui est un vrai handicap. Est-ce que malgré tout cela, il est votre candidat? Vous le soutenez pour 2012? Je soutiens celui qui a le plus de chance à mes yeux de battre Nicolas Sarkozy. Je pense vous vous mouillez ce soir. Je pense que François Bayrou est, lui, totalement lucide sur la situation du pays, mais il a peu de troupes. Il n'est pas encombré d'amis comme François Hollande, il n'est pas encombré donc il part de très loin. Vous choisissez un mix entre Bayrou et Hollande? Oui, je suis entre les deux, mon cœur balance. Mais vous ferez votre choix, Jean-Pierre Levade. Je finirai par le faire. Est-ce que votre ex-favori de 2007, François Bayrou, c'est pas celui qui a le mieux anticipé finalement la situation que nous connaissons aujourd'hui? C'est ce que je crois. Et qui anticipe très bien aujourd'hui la suite, c'est-à-dire le défaut de compétitivité, le fait que tant qu'on ne rétablira pas dans ce pays une vraie économie de production, nous continuerons à nous enfoncer dans les difficultés. Donc la balance peut-être penche ce soir pour lui? Ça dépend des jours. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous nous direz le jour J pour qui vous aurez voté. Merci aussi Arlette Chabot d'être venue ce soir à la suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou.
Libre et en bonne santé, c'est le soulagement après plus de 5 mois de captivité. Amélie, Léa et Pierre, les 3 humanitaires français détenus au Yémen par Al-Qaïda, ont été libérés. Ils sont arrivés en France ce soir. Le ministère des Affaires étrangères assure ne pas avoir versé de rançon pour cette libération. Pour faire des économies, le gouvernement a désormais dans le viseur les arrêts maladie. Parmi ces mesures phares, s'attaquer aux fraudes, un décret devrait obliger à rembourser les indemnités injustifiées. Autre proposition pour les salariés du public, faire du premier jour d'arrêt maladie un jour de carence, c'est-à-dire un jour où il est amputé de son salaire. Dernière ligne droite au Sénat pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et c'est non sans ambiguïté que ce texte devrait être voté. Premièrement parce que le Sénat a totalement rhabillé le texte voté par l'Assemblée. Ce texte fait donc figure de contre-projet socialiste. D'autre part, le projet est caduc. Il ne tient pas compte des nouvelles prévisions de croissance et des mesures d'austérité récemment annoncées par le gouvernement. Un PLFSS rectificatif doit donc être voté en décembre. Merci. Les ONG européennes soulagées, elles vont être aidées 2 ans de plus par Bruxelles. Le programme européen d'aide aux démunis, bloqué depuis des mois par des États hostiles à le financer, va finalement être prolongé jusqu'en 2014. Cet après-midi, le Conseil des ministres européens de l'agriculture a finalement dit oui. Au total, 480 millions d'euros seront versés pour financer des centaines d'associations caritatives. Plan de rigueur, économie drastique, crise, le boulot de chef d'État européen ne fait vraiment pas rêver les autres dirigeants mondiaux. Je voudrais vous rappeler que mon nom est Medvedev, pas Merkel ni Sarkozy, et ce sont probablement les personnes à qui il faut s'adresser. Heureusement, je ne suis ni Merkel ni Sarkozy, c'est tellement difficile pour eux en ce moment. Le président russe est à Hawaï pour participer au sommet de la PEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Et si la gentillesse était l'arme fatale pour lutter contre la crise? Peut-être que la crise peut révéler le meilleur de nous-mêmes en cette période d'austérité. Cela fait sûrement sourire certains d'entre vous. Mais restez avec nous, on va essayer d'en savoir un peu plus avec notre invité ce soir, Arnaud de Saint-Simon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction de Psychologie Magazine. Vous vous intéressez depuis longtemps à ces valeurs-là comme la gentillesse, pas seulement depuis la journée, c'était hier, avant-hier de la gentillesse. Est-ce que c'est une valeur en hausse, la gentillesse ? Moi, je crois que c'est une valeur qui a connu des hauts et des bas. Des hauts quand elle était assimilée au gentilhomme, des bas quand elle est devenue celle du courtisan, un peu manipulateur. Je crois qu'aujourd'hui, il suffit de voir le succès d'abord immense de cette journée hier, et puis tous les sujets qu'il y a aujourd'hui sur le besoin de créer du lien, de reconstruire une société et de vivre ensemble. Vous allez me dire qu'il y a une revanche des gentils dans ce contexte, entre guillemets. Oui, alors voilà, à titre plus personnel, l'objectif de cette journée, c'est évidemment tout ce qu'on a fait concrètement dans les écoles et les entreprises dont on parlera peut-être, mais c'est peut-être juste d'aider l'immense majorité des gens qui n'osent pas. Parce que nous posons une question sur la gentillesse. Moi, je suis le premier à être conscient du fait que ça a des côtés un petit peu ringards, un petit peu faibles. Et en même temps, nous savons tous que nous ne pouvons pas être heureux sans un minimum de gentillesse. Et donc, l'idée, c'est de la réhabiliter, de poser la question pourquoi quelque chose qui est aussi essentiel pour chacun d'entre nous est en même temps un petit peu ringard et un petit peu dévalorisé. Puisque vous travaillez sur ce sujet depuis longtemps, quand je vous dis gentillesse, ça rime avec quoi pour vous? Pas avec faiblesse? Alors, Psychologie a fait un sondage qu'on a publié à l'occasion de la journée. Pour 50% des Français, c'est être attentionné à l'autre. Pour 48% être utile et pour 2% être faible. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les médias, qui sont toujours un petit peu peut-être cyniques et méfiants. Mais dans l'esprit des Français, c'est une valeur très positive. Donc, être gentil, c'est quoi? C'est être attentif à l'autre. Être gentil, je crois que d'une certaine manière, c'est s'oublier un peu soi pour aller vers l'autre, ça fait du bien de temps en temps. Est-ce que le politique doit montrer l'exemple? Vous avez vu tous les sarcasmes déclenchés par la formule un président normal. Est-ce qu'on pourrait dire un président gentil? Ça pourrait être un argument de campagne? Écoutez, je ne sais pas si c'est compatible avec la politique. Il faut vraiment une sacrée dose
je dirais, de courage et aussi de persévérance. Et bon, vous connaissez cet univers mieux que moi. Mais il y a l'image de François Hollande qui apparaît derrière. Je sais pas pourquoi. J'ai lu le portrait de Jean-Pierre Bel dans Libé il y a une quinzaine de jours, qui, au détour, parlait de François Hollande en disant « c'est un vrai gentil ». Et pour moi, gentillesse ne rime pas avec faiblesse. C'est pour ça que j'ai lu dans toutes les chroniques, puisque la journée de la gentillesse continue aujourd'hui, que je ne sais plus qui a traité Hollande de bavard. Enfin voilà. C'est Luc Châtel. C'est Luc Châtel, pardon. Voilà, donc écoutez, la gentillesse et la politique, je crois qu'il y a du boulot. Hein. On va se concentrer sur l'entreprise, l'école et la vie. Ne sont pas les plus cyniques, vous le voyez. Arnaud de Saint-Simon, cette valeur de la gentillesse, comment elle se porte ailleurs? En Europe, peut-être que c'est un petit peu similaire en France, mais ailleurs, dans d'autres contrées plus lointaines. C'est amusant parce que Psychologie est édité dans 10 pays. Donc j'ai 10 rédactions. Et alors dans des pays qui sont spécialisés dans l'empowerment, comme l'Afrique du Sud, vous n'avez même pas terminé le mot que les Sud-Africains vous disent super, on fait comment? Et dans d'autres pays, on va dire peut-être un peu plus noirs et pessimistes, comme la Russie, c'est une valeur très difficile à porter. Donc ça dépend des pays. On va dire que les anglo-saxons sont un petit peu plus proches de ça. Moi, j'ai l'impression qu'en France, il y a un héritage comme de la Révolution. Dans la Révolution, on s'est libéré du servage. Et donc, il y a peut-être encore aujourd'hui quelque chose de l'ordre que, voilà, la démocratie, c'est aussi, que chacun soit le garant de sa propre liberté, n'ait pas envie de s'asservir à travers un boulot ou quelque chose, et voilà, soit vraiment, on va dire, attaché à sa propre liberté et indépendance. Or, dans la gentillesse, c'est quelque chose qui va vers l'autre et qui est de l'ordre du service. Alors, je suppose que quand vous parlez de ces valeurs, vous travaillez sur ces valeurs depuis longtemps, vous les appliquez également. Comment vous, Arnaud de Saint-Simon, vous êtes gentil dans personnellement, la vie? Personnellement. Écoutez, ça faudrait le demander à mes collaborateurs. Non, il y a deux exemples, parce qu'on a publié un appel à plus de bienveillance en entreprise, signé par 250 entreprises, comme c'est une journée qui est à la fois personnelle et vraiment très ancrée dans le concret, dans la société. Et dans cet appel, il y a une vingtaine de propositions. Alors j'ai fait, par exemple, il y a une chose que j'ai faite en début d'année, là, j'ai partagé clairement et franchement ma vision de l'entreprise. Une des grandes difficultés des salariés aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas où va l'économie, ils ne savent pas où va leur entreprise, d'ailleurs pas où vont leurs propres services. Et voilà, bon. Donc c'est partager une vision claire de l'entreprise en acceptant de dire là où je ne sais pas et en acceptant de répondre à toutes les questions. Une deuxième chose qui est alors beaucoup plus concrète, c'est le mail. Le mail, c'est formidable. Hein. C'est un outil de travail formidable. Ça peut être un outil relationnel désastreux. On ne règle pas un conflit. On ne règle pas un conflit par mail. Et le week-end, il faut préserver l'équilibre vie privée et professionnelle. Alors moi, quand je travaille le week-end, par exemple, je mets mes mails dans une boîte de brouillon et je ne les envoie que le lundi pour pas que les gens soient stressés en recevant un mail de ma part en disant est-ce qu'il faut que je réponde et que je travaille. Voilà les conseils d'Arnaud de Saint-Simon à suivre pour plus de gentillesse et de bienveillance. Je vous propose de faire un bilan de cette journée dans 364 jours. On se reverra, même heure, même jour, même plateau. On en reparle. Merci beaucoup Arnaud de Saint-Simon d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre avec l'inquiétude toujours en Europe alors que les marchés restent fébriles. Mario Monti et Lucas Papademos prennent en main respectivement la destinée de l'Italie et de la Grèce, mais cela ne convainc pas encore les marchés devant leur peuple en colère. Les deux premiers ministres ont fort à faire dans deux pays engloutis par la plaie de la dette publique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant sur Public Sénat, un documentaire sur la violence conjugale. Bonne soirée à vous et à demain. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Vous approchez, monsieur, s'il vous plaît. Madame est présente. Il vous est reproché d'avoir, le 22 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 2 jours, sur votre épouse, étant précisé que vous étiez donc le conjoint de la victime et que vous vous trouviez en état d'ivresse manifeste.
Et enfin, il vous est reproché d'avoir le même jour au même endroit, de manière réitérée, menacé votre épouse et votre fils, en l'espèce en leur disant « Si je te revois, je te flingue, je finirai mes jours en prison, je te flinguerai tôt ou tard, toi ou ta mère, je vais te tuer au chalumeau, je vais te brûler la figure comme les Arabes ils font, je vous tuerai tous les deux, je vous tuerai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous tuerai tous les deux, ordures que vous êtes. » Oui, pour votre différend familial, vous me précisez le nom de la rue, s'il vous plaît? Bonsoir. C'est vous qui avez fait appel à nos services? C'est avec ce monsieur? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais pas bien et tout, je commençais à écouter des musiques, je commençais à pleurer et tout. Et lui, il commençait, je sais pas ce qu'il a eu. Il m'a demandé un briquet, j'ai donné son briquet. D'accord. C'est votre mari? C'est le père de... Non, c'est mon copain. C'est votre petit copain? D'accord. C'est la première fois qu'il y a... 4 fois? Vous avez déjà déposé plainte? Non. Main courante? Défectuée? Non. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement signaler les faits, que ça ne se reproduise pas, parce que c'est pas une vie, ça. Hein. Non, je sais, je suis enceinte et tout. Si vous ne vous sentez pas la force de déposer plainte maintenant, vous pouvez faire une main courante, ou on peut faire un procès verbal blanc sans déposer plainte, mais en détaillant réellement tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a fait. C'est vraiment important. Vraiment important pour vous, pour votre avenir et pour... Puis il faut voir, surtout pour vos enfants. Pour vos enfants, il ne faut pas... Puis vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas accepter qu'un homme vous lève la main dessus. Ils n'ont aucun droit, aucun droit. Il faut trouver le courage, mais je pense que vous avez le courage. Non. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si, vous l'aurez le courage. Si vous n'avez pas le courage, il faut vous faire aider par des associations. Tu montes avec mes copains? Oui? Ils sont cool, hein, tu vas voir, ils sont gentils. Hein. Allez. Ça sera vraiment chaud. On va venir couper, s'il vous plaît. Eric? Allô? Oui, bonjour. Bien sûr, mais je comprends bien. Et là, ce que vous me dites là, c'est que vous préconisez, vous, une solution, on va dire, intelligente à un problème de conflit qui existe entre deux personnes adultes responsables. On est bien d'accord. Bon, le problème de ce que je comprends de la situation, madame, c'est que vous faites preuve de responsabilité